Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice de Recherche, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. La réindustrialisation est un enjeu majeur, tant pour notre balance commerciale que pour notre souveraineté. Avec un déficit de 60 milliards et notre dépendance pour les produits de première nécessité, le chantier est immense. Le gouvernement met en avant le bilan de Choose France, au passage quel mépris pour la francophonie, mais les investissements étrangers en France sont au plus bas. Le recul sur 2024 est de 14% par rapport à 2023 et de 20% par rapport à 2021 et 2022. Olivier Luanzi, ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée, a été chargé en 2023 par le ministère de l'Économie d'un rapport sur la réindustrialisation de la France à l'horizon 2035. Ce rapport n'a pas été rendu public et pour cause, il y est constaté qu'atteindre 15% du PIB pour l'industrie en 2035 au lieu de 10% aujourd'hui est jugé, je cite, ni fondé, ni réaliste. Il estime que nous misons trop sur les investissements étrangers. Il prône l'orientation des financements publics vers la consolidation des PME stratégiques, la reprise d'Atos pour la partie supercalculateur seul, par exemple, à laisser les autres activités participant à la souveraineté numérique à des entreprises étrangères. La France insoumise a déposé une proposition de résolution afin de pouvoir enquêter sur la vente à la découpe de ce groupe. Comme membre de la commission d'information sur l'IA concernant la compétitivité des entreprises, j'ai constaté lors des auditions que nombre de sociétés de ce secteur stratégique ont émis le souhait d'un crédit impôt recherche conditionné à l'utilisation d'un cloud souverain. Mais les data centers sont fortement consommateurs d'électricité et la France ne dispose pas d'une énergie électrique décarbonée en quantité suffisante pour absorber le choc. Selon RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, nous serions en dehors des limites de sécurité du système. Faire une réindustrialisation non décarbonée alors que nous vivons dans notre chair les 40 degrés du dérèglement climatique serait une faute vis-à-vis des générations futures. Faut-il rappeler qu'en 2024, c'est 67 000 défaillances d'entreprises dues directement ou indirectement à l'explosion du prix de l'énergie. Enfin, pour revenir sur le rapport précité, il est aussi mentionné que la politique de réindustrialisation actuelle favorise trop les technologies de rupture au détriment du potentiel caché des territoires et du tissu industriel déjà existant dans le pays. Lors du PLF, mon collègue Laurent Alexandre obtient l'adoption d'un conditionnement de l'aide publique aux grandes entreprises et à l'absence de délocalisation, passé par perte et fracas au 49.3. Une question, la souveraineté industrielle ne passe-t-elle pas, elle aussi, par une économie circulaire afin de limiter les échanges internationaux et préserver les écosystèmes? Une autre qui m'est venue en vous écoutant, que pensez-vous des monnaies locales? Monsieur le député Pilato, vous citez le rapport Luanzi à juste titre. C'est un rapport qui d'ailleurs est devenu un livre. Je ne dirais pas que c'est un samizdat, parce qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les autres. On trouve le rapport Luanzi qui, en effet, est libre par rapport aux besoins du gouvernement. Il a été commandé par le gouvernement. Il dit une chose que vous reprenez à juste titre. La réindustrialisation, elle est dans le potentiel de nos entreprises. Vous voyez n'importe quel industriel. C'était encore hier à Clermont-Ferrand, dans une entreprise qui s'appelle Origin Steel, qui est absolument extraordinaire. Pour investir, prendre des parts de marché, se remettre à la conquête, il faut des fonds propres et il faut des banques. Donc les chefs d'entreprise ont tous des projets dans leur carton, ils n'ont pas de financement. Donc ça, c'est un sujet fondamental. C'est de là que partira d'ailleurs le chef d'entreprise que j'ai rencontré hier, on a passé la journée ensemble, il m'a dit comment il avait relocalisé, repris des choses qui étaient faites ailleurs en Europe. Et il est dans un secteur, par exemple, le levage et la manutention. Nous importons 4 milliards de produits de levage et de manutention. Nous avions des grandes marques de levage et de manutention. Elles sont attaquées en ce moment par les Chinois, mais nous avons nous-mêmes abandonné des outils. Donc comment on les reconstruit? Comment, en fait, on remonte des entreprises et on remonte des boîtes? Donc, je suis allé chez UPSA. Parlons concrètement, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Chez UPSA, ils ont travaillé, participé au projet gouvernemental de relocalisation du paracétamol. Je leur dis, il faut en faire d'autres.
Et ils sont partants. Donc vous avez... donc des entreprises vont fabriquer de nouvelles entreprises. Ça marche, ça commence comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut entourer ces entreprises, les soutenir et les aider à les financer. Est-ce qu'on a le financement? Le financement n'est pas toujours public et on n'en a pas énormément les moyens. On en a eu. Est-ce qu'on en aura encore? Moi, je préfère le financement privé. D'abord parce qu'il est disponible, il est mobilisable, il est abondant. Voilà. Ça, c'est un point important. Merci. Alors, vous parlez du prix de l'électricité. J'approuve la position de M. Proglio, qui dit qu'il faut sortir du marché européen sur la fabrication du prix. C'est inadmissible. Nous avons coulé des milliers d'entreprises par une faute politique. Et je ne vous parle pas du PGE, qui pour moi en est une deuxième. Monsieur le directeur général. Merci Madame la Présidente. Sur la question sur l'économie circulaire, c'est effectivement un axe de notre politique industrielle. Nous voulons développer, pour des raisons de souveraineté et également de valorisation de l'activité économique en France, dans un certain nombre de secteurs, cette économie circulaire. C'est le cas dans le plastique où nous soutenons un certain nombre de projets de recyclage du plastique, de recyclage chimique notamment, qui permet d'aller plus loin dans l'utilisation de la matière usagée. Nous avons, il y a quelques semaines, lancé un projet de recyclage de terres rares qui va permettre de réduire notre dépendance aux approvisionnements internationaux sur les terres rares. Et d'autres projets sur le titane, par exemple, également devront être lancés dans les prochains mois. L'idée est bien à la fois de réduire la dépendance à l'étranger et de développer de l'activité économique sur ces activités de recyclage. Cela soulève d'autres enjeux, par exemple de collecte, qui restent importants dans un certain nombre de secteurs. L'amélioration de la collecte reste, dans le cadre des REP, notamment un enjeu important. Sur les aides, aujourd'hui, pour répondre à cette question, le premier point, c'est que 55% des projets financés par France 2030 à ce stade concernent des PME, ETI ou ETI ou TPE, donc majoritairement pas des grands groupes. Sur la conditionnalité, il faut rappeler que la finalité de ces aides est en général de cofinancer de manière minoritaire un investissement qui est réalisé par une entreprise privée avec des financements privés. Et donc la principale conditionnalité de ces aides, c'est de déclencher l'investissement. Et on voit, par exemple, quand il s'agit de la décarbonation, et ça rejoint un point évoqué tout à l'heure, globalement dans la décarbonation de l'industrie, sur l'ensemble de notre trajectoire d'ici 2030, un tiers des investissements sont rentables, sont de l'efficacité énergétique et donc améliorent effectivement la compétitivité de l'entreprise qui les réalise, elle les réalise seule. Les 2 tiers ne sont pas rentables et donc cet investissement ne peut être réalisé qu'avec un financement public et c'est bien en ça que la première finalité de ces aides, c'est de déclencher l'investissement. Merci, Monsieur le Directeur Général. Madame Lévrato, Madame la Directrice de Recherche. Je vous remercie. On a parlé de secteur, on a parlé de soutien aux entreprises. Il me semble qu'un point pourrait être également évoqué, ce sont les politiques industrielles territorialisées qui répondent à une problématique qui est assez prégnante, c'est celle de la désindustrialisation des territoires. Sur les 100 000 emplois qui ont été créés dans l'industrie depuis 2015, sur les 150 000, pardon, on remarque que la moitié sont créés dans les métropoles ou dans leur environnement immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement de réindustrialisation, appelons-le ainsi, qui s'est fait jour, en fait, a tendance à creuser de nouveau les disparités territoriales, ce qui est un problème pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Il existe des dispositifs, je ne crois pas que l'on en ait parlé, comme territoire d'industrie, qui justement visent à répondre à ce décalage entre des aides ciblées sur des secteurs ou des entreprises et des aides qui permettent de cibler un territoire. C'est l'opposition que l'on trouve entre les firm-based policies, excusez-moi pour l'anglais, donc les politiques fondées sur les aides ou les politiques fondées ou ciblées sur les lieux, place-based policies, selon la terminologie européenne. Et ces politiques territorialisées sont intéressantes parce qu'elles répondent à plusieurs
plusieurs besoins. Tout d'abord, on développe une industrie par les relations interindustrielles qui peuvent s'appuyer sur la localisation et la territorialisation des entreprises. Elles permettent justement un rapprochement des firmes et donc de créer les conditions d'une économie circulaire qui est toujours territorialisée. Et enfin, elles permettent de jouer sur la complémentarité des territoires plus que sur la concurrence entre les territoires qui intervient avec les politiques d'attractivité.